Bonjour à tous, bienvenue dans le premier workshop de Marketer Moments. L'idée qu'on a eue avec Nofal, avec Safia, salut Safia, c'est d'essayer de vous accompagner sur plusieurs sujets dans ce qu'on appelle masterclass, workshop, appelez-le comme vous voulez, plusieurs sujets clés du marketing dans des formats d'une demi-heure, trois quarts d'heure, où vous puissiez retirer de ce contenu des actions immédiates, des idées actionnables pour votre business. Et on va commencer aujourd'hui avec ce qui semble être le début de tout produit qui veut se vendre, c'est ce qu'on appelle le go-to-market. N'est-ce pas, Safia ? Exactement. Hello Guillaume, et merci pour l'invitation à parler de go-to-market aujourd'hui, effectivement. Peut-être d'abord, go-to-market, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on confond beaucoup product market fit, go-to-market, scalable, etc. Je dirais justement go-to-market, ça va être l'étape entre les deux. Product market fit, c'est on commence à valider qu'on peut générer de la valeur depuis notre produit. Go-to-market, c'est vraiment trouver son marché, trouver le segment qui va faire qu'on arrive à faire 1x2, 1x3, 1x4, etc. Et puis la scalabilité. C'est ce qui est bien. Donc tu dis que le go-to-market est après le product market fit Oui. dans le cycle marketing. Oui, Okay. C'est important d'avoir un product market fit validé avant de s'attaquer à ces questions-là. Ouais. Ok. Donc, une fois qu'on a défini ce que c'était que le go-to-market, quand on est une boîte... Donc, on va se positionner en disant on est une boîte qui a compris qu'elle avait une valeur. Alors, on va essayer avec cet exemple-là d'une entreprise qui fait de la gestion de trésorerie. Je te dis ça parce que c'est un dossier réel que j'ai vu récemment et qui est un dossier sur lequel on se dit il y a déjà plein de monde, il y a beaucoup de solutions qui font ça. Alors, qu'est-ce qui fait que justement cette solution va sortir du lot ? Je trouve ça intéressant, plutôt que de prendre un océan bleu où on invente une catégorie, ce qui aujourd'hui est quand même de plus en plus compliqué. Prenons un outil de gestion de trésorerie qui, pendant sa phase de PMF, a donc réussi à créer un dashboard, à créer des bons insights pour ses clients, donc à prouver à ses bêta users, à ses premiers clients, qu'elle servait à quelque chose et que les clients voulaient continuer à payer pour ces services, en gros. Ouais. Une fois qu'on en est là, go to market. OK. Alors déjà, on va pouvoir se poser une série de questions pour définir où est-ce qu'on en est notre go-to-market, pour savoir si notre problème aujourd'hui réside dans ce mismatch dans le go-to-market. Les questions qu'on va pouvoir se poser, c'est si on remarque qu'on a un trafic qui est faible alors que les concurrents ont l'air de cartonner, par exemple. Et si on remarque qu'en général, il nous faut une éternité pour closer un deal et que voilà, c'est interminable. Si on se dit qu'on a beaucoup de prospects qui font du no-show. Voilà. Et si, par exemple, on a un closing rate aussi post-rendez-vous sales qui est inférieur à 30%, tout ça, ça peut être des problèmes de go-to-market. Donc, à partir de là, si on prend l'exemple du coup de cette entreprise dans la trésorerie, une première très grande étape qui va être le nerf de la guerre, ça va être de définir correctement sa cible. Définir correctement sa cible, le framework qui est très important, c'est l'Ideal Customer Profile. ICP, dont on entend beaucoup parler, mais qui est vraiment... Enfin, je spoil un peu, mais qui ne consiste pas à dire je veux parler au CEO de la boîte, mais plus de caractériser la boîte en elle-même. Exactement, c'est ça. En fait, ça va être même un mix des deux parce qu'en fait, contrairement au buyer persona qui jusque-là, on se disait je vends à l'office manager, je vends au CFO, là, l'Ideal Customer Profile, ça va être se dire je vends aux office managers et aux CFO des entreprises entre 50 et 200 basées à Paris, Lyon et Marseille qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires. OK, donc l'ICP embarque une partie du buyer persona. Exactement, ouais. L'ICP est plus précis que le buyer persona. Et puis l'ICP, on va dire, vient en amont, enfin en fait, est plus urgent que le buyer persona. C'est-à-dire que c'est la première étape pour intégrer son marché. On peut se dire qu'on sait qu'on est un produit qui peut être... où les office managers, les CFO, les CEO peuvent percevoir une valeur, mais qu'on sait qu'on va attaquer d'abord ce segment-là. Et comment on va le définir, ce segment-là, c'est la partie la plus intéressante. C'est forcément un segment où on sait qu'on va closer facilement, qu'on va closer rapidement, et avec un panier moyen qui correspond à nos exigences. Voilà, exactement. Et c'est en réfléchissant à ces questions-là, comment closer vite, bien, etc., qu'on va pouvoir trouver quel est le segment qui est notre ICP. Voilà.
Donc, par exemple, si on reprend pour l'entreprise dans la trésorerie, ça pourrait être d'avoir observé que les entreprises qui recrutent un CFO. Ouais, exactement, un CFO, et ben, justement, ça va être la cible privilégiée dans un premier temps. Mais alors, avant d'aller plus loin, je note pas mal dans les boîtes que je connais ou que je rencontre, peut-être, comment dire, on peut se tromper d'ICP. Et donc, comment est-ce que tu conseillerais d'avoir cette relation avec l'ICP? Parce qu'on peut avoir une intuition, on peut avoir des datas, on peut avoir plein de trucs qui soient justement, soit on invente des trucs, mais est-ce qu'il faut challenger son ICP en permanence, au risque de passer son temps à le faire, ou comment, voilà, est-ce qu'il y a un moment donné où il faut se dire, OK, pour les 3 mois à venir, ou X temps, mais voilà, c'est quand même une cible mouvante, non? Ouais. Oui, c'est évolutif, mais oui, il faut aussi buy-in pendant quelques mois sans trop se poser des questions pour donner toutes les chances à ce que ça puisse aussi réussir et pour que toutes les équipes soient correctement alignées, qu'il y ait une vision partagée et commune par tous. Donc, il faut trouver combien de temps en fonction de nos cycles de vente, etc. Mais effectivement, c'est évidemment quelque chose d'évolutif et si on a pris un pari qui ne s'avère pas être le bon, on peut évidemment revenir dessus. Ouais. Mais comment faire le meilleur pari dès le jour 1 ? L'idée, c'est évidemment d'observer la data, de parler un maximum avec... Je sais on dirait que j'enfonce une porte ouverte quand je dis parler à vos clients, mais je vois tellement peu de personnes le faire vraiment. Non, mais c'est ça, parce que il y a beaucoup de choses, globalement, dans le marketing, qui ont l'air d'être du bon sens, mais quand on parle de cet exemple d'ICP qui est bien parce qu'il est précis dans son output, je dirais, c'est on connaît tous des boîtes qui changent d'ICP tous les 2 jours parce qu'ils sont persuadés qu'il va y avoir une espèce de baguette magique, que ça va exploser d'un coup. Et du coup, il y a un effet en chaîne sur les équipes qui est, en fait, on ne parle plus au directeur financier des boîtes de 50 personnes, mais on va changer, puis on verra dans 2 semaines. Donc, on n'a pas la réponse à ça, mais il y a quand même un temps minimum de travail sur l'ICP pour savoir si oui ou non c'est le bon. Tu ne peux pas juste dire, ça n'a pas marché en 2 jours, je change. Or, on est d'accord, on a rencontré des clients, des personnes qu'on connaît, qu'on ne citera pas ici, qui ont cette tendance à changer, quoi. Ouais. Et à l'inverse, ne pas non plus s'obstiner quand c'est pas tant forcément l'ICP qui est un problème, mais ton produit. Et ça, c'est aussi une relation importante. Tout à fait. C'est pour ça que c'est hyper important de partir du temps de cycle de vente et aussi essayer de le réduire au maximum. Donc, en se disant, cet ICP, je sais que c'est ceux qu'on va pouvoir signer le plus rapidement. Ça permet aussi de réduire le risque et de se dire, parfois, ça peut aussi, du coup, correspondre aussi à des paniers peut-être plus faibles. Ouais. Il faut aussi l'assumer. Et en fait, c'est aussi l'art de savoir dire non, en fait, à des clients. Parce que moi, je vois trop souvent des entreprises qui disent oui à tout le monde et qui, donc, évidemment, ça crée énormément de frustration côté marketing, côté commercial et puis côté produit, tech, etc. Donc, la meilleure façon de désaligner les équipes est donc de perdre beaucoup de temps et d'argent. Ce qui suit est notre format Marketer Moment, un podcast qui invite des leaders du marketing autour d'une thématique précise. Ce format, ainsi que d'autres, sont produits par Mathers, société spécialisée en marketing à temps partagé. De la réflexion stratégique à l'exécution opérationnelle, nous mobilisons des directeurs marketing ainsi que des équipes d'experts pour résoudre des problématiques marketing les plus complexes. Je vous laisse regarder notre site web en description et je souhaite un bon visionnage. Ouais, ça revient à ce qui est au centre de cet acronyme, qui est le customer. Et je reviens... même sans vouloir être trop péremptoire vis-à-vis des gens qui dirigent l'entreprise, sur le fait de dire, tu n'es pas ton client. Ton client, c'est une entité exogène, extérieure, et c'est à toi de t'adapter à lui et pas l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ça paraît tout con, mais l'ICP, à l'inverse, je dirais aussi que ça ne sert à rien d'aller dépenser des milliers d'euros, ou alors donnez-les-moi tout de suite, mais pour... que quelqu'un définisse ton ICP à ta place. C'est bien d'avoir des consultants, mais c'est un ping-pong. Et je pense que c'est d'abord et avant tout une leçon un peu d'humilité, de se dire le client va se définir lui-même. C'est pas moi qui vais imposer que ce soit mon client, lui, parce qu'il m'a l'air tellement mieux, quoi. Exactement. Par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise qui était dans la performance review, où en fait, leur cible idéale, c'était des entreprises entre 50 et 150 employés, donc une cible assez restreinte. Tout ce qui était en dessous, au-dessus, ils disaient non, alors que le produit aurait pu répondre, mais ça pouvait créer tellement de longueur dans les cycles de vente ou de problèmes, etc., que
la force était en tout cas de dire non à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'après, évidemment, on ne s'étend pas à plus de secteurs une fois qu'on a des cas d'usage solides, une fois que tout roule, etc. Mais le but, c'est d'être de plus en plus prédictif et de pouvoir construire sur des bases solides, quoi. Ce qui est vachement intéressant dans ton exemple, c'est que autant on comprend que les moins de 50, ça ne va pas, c'est les petits ARPA et on va se noyer, autant c'est une sacrée force de caractère de dire non aux boîtes de plus de 150, parce que plus de 150 personnes, hypothétiquement, c'est des plus gros paniers moyens, des gens qui churnent moins, tout ça, mais d'avoir, encore une fois, l'humilité de dire mon produit n'est pas encore à jour. Ça, c'est... et puis en plus, comme je sais que c'est toi qui les as poussés à penser à ça, c'est pas évident, quoi. C'est ça, mais ça évite du churn aussi. Et donc, je veux dire, pourquoi... Enfin, si tu devais donner sur l'ICP quelques conseils relativement basiques, mais puissants, tu dirais quoi au moment où, justement, je suis cette boîte de gestion de trésorerie, je me pose la question de l'ICP, c'est quoi les 3 trucs, en résumé, que tu dois garder en tête? Dominer d'abord avant de vouloir s'étendre. Donc, dominer un segment avant de prétendre à un plus grand segment. Il y a donc, premier élément. Deuxième élément, l'alignement des équipes, on en a parlé. La meilleure façon d'aligner les équipes, c'est d'être sur un segment aussi réduit. Et puis de pouvoir construire des cas d'usage ultra pertinents, justement. De se dire que parce qu'on a travaillé avec les entreprises entre 50 et 150, on a un cas d'usage avec un track record à montrer sur ce type de segment. Ça permet aussi d'asseoir sa crédibilité là-dessus. Voilà. Génial. Alors du coup, l'ICP, restons pragmatiques et élaborons un ICP qui peut évoluer, mais qui soit quand même restrictif pour ne pas se perdre. Une fois qu'on a fait ça, je crois que la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la value propre et les messages clés, c'est-à-dire vraiment à quoi correspond, à quoi répond, quels sont les pain points auxquels répond le produit. C'est ça, non ? Exactement. En fait, c'est toujours évidemment partir du client, on l'a dit, et partir de ces frustrations-là qu'on peut observer pour définir nos messages et notre value proposition. Et au-delà de ça, le concept qui est très important, c'est le USP, donc le Unique Selling Proposition, de se dire qu'est-ce qui, dans mon produit, apporte de la valeur à mes clients et qu'est-ce qui fait aussi que je suis unique. Qu'est-ce qui fait que je le fais différemment de ma concurrence, de la concurrence sur mon marché. Ça peut être parce que parce que je suis une solution tout en un, ça peut être parce que j'ai un accompagnement qui est plus poussé, ça peut être, mais il y a aussi cet aspect unicité qu'il est très important d'avoir dans sa value proposition. Tu vois, et je vais rebondir là-dessus parce qu'on parlait de gestion de trésor. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte comme celle qu'on a étudiée dans le cadre de notre club de Business Angel, c'est que tu regardes d'extérieur, tu commences même le call et tu dis tout le monde fait ça, ça existe déjà, il y a des noms de startups qui ont levé des centaines de millions ou il y a des gros ERP qui doivent l'avoir. Et au contraire, l'USP auquel répond l'entrepreneur, c'est de dire oui, mais moi je ne fais que ça, je le fais moins cher et du coup je le fais pour un segment de clients qui sont les TPE, PME, mais je n'ai pas la prétention de couvrir beaucoup de cas d'usage et surtout de couvrir autre chose que la gestion de trésorerie. Je trouve ça intéressant parce que justement, ça correspond à l'USP, c'est de dire tout le monde n'a pas besoin d'un outil de gestion de trésorerie, mais les boîtes PME qui en ont besoin, avec ce produit, en payant probablement 4 ou 5 fois moins cher que leurs concurrents plus directs, auront des résultats meilleurs. Et ça, je pense que c'est un bon USP, puisque justement, ensuite, dans le message clé, en fait, en définissant ton USP, tu as déjà fait une grosse partie du chemin des messages clés, non ? Exactement. En fait, c'est l'aspect le plus fondamental, en réalité, l'USP. Parce que pour arriver à ton USP, il faut justement avoir travaillé justement ces messages clés, cet aspect différenciant par rapport à la concurrence, etc. Donc oui, finalement, c'est le bout du tunnel, l'USP, sur ce travail-là. Ouais. Et le message clé, mais est-ce que tu te dis... comment tu travailles tes messages clés à partir de ça ? Est-ce que c'est un USP égale un message clé ? Si tu as un petit toolkit là-dessus, tu dirais quoi pour bien élaborer ces messages ? Alors, sur les messages clés, je dirais le framework que moi, j'utilise et que je trouve le plus parlant là-dessus, c'est le Business Model Canva. C'est partir du coup du client, de ses frustrations
et puis en élaborer des messages. Mais à la fois de ses frustrations, à la fois de ses objectifs, à la fois de ses gains, et puis élaborer les messages à partir de ça. Donc, c'est de se demander comment mon produit répond de façon unique à ce problème, quel bénéfice tangible mon ICP peut en tirer en termes de ROI, en termes d'autres résultats. Et aussi, quelles sont les preuves sociales sur lesquelles je peux axer mon discours. Les preuves sociales, c'est pas forcément que clients. Quand on démarre sa stratégie go-to-market, on n'a pas forcément énormément de clients à montrer ou de logos. Ça peut aussi être des notes sur Trustpilot, ça peut être des certifications, ça peut être des labels, etc. Beaucoup de manières autres que le client pour les preuves sociales. Surtout quand on est au tout début, c'est-à-dire ça, c'est vrai. Je pense que ça mériterait presque un autre workshop. C'est centré sur la preuve sociale, qui est très importante, qui est non seulement effectivement un truc un peu objectif de j'ai 10 sur 5 sur Trustpilot parce que j'ai acheté la moitié des reviews. J'ai des logos incroyables sur mon site. Je trouve que c'est un peu daté, mais est-ce qu'il y a un moyen de hacker, parce qu'on aime bien dire hacker, mais un moyen d'accélérer l'effet de la preuve sociale selon toi, ou c'est compliqué? C'est vraiment une question très ouverte là-dessus. Disons que preuve sociale, même si on parlait de clients, le fait d'en avoir juste un qui fonctionne, qui est à peu près content, déjà, on peut leverage pas mal de choses avec ce client-là. Ne serait-ce que, OK, si on n'arrive pas à faire une super vidéo dans les studios de la French Tech, si on n'arrive pas à faire une super vidéo là-dessus, on peut imaginer un article, on peut imaginer une interview, on peut imaginer un post LinkedIn. Aujourd'hui, énormément de ponts qu'on peut faire aussi justement sur les preuves sociales, etc., avec l'aspect personal branding des deux parties prenantes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses des quick wins, en fait, sur lesquelles on peut axer ces preuves sociales assez facilement. Et est-ce que de ton expérience de CMO part-time, tu as vu beaucoup de boîtes qui utilisent, je n'ai pas envie de dire leverage, mais qui utilisent mal cette preuve sociale ou qui pourquoi pas, passent complètement à côté? Mais moi, je pense que 100% de mes clients... C'était un peu dirigé cette question, mais ouais. Quand je démarre une intervention et qu'on me dit mais on travaille avec la Société Générale, on travaille avec tous, mais pourquoi c'est pas sur le site web? Pourquoi on n'en fait pas des... Évidemment que c'est que quand on n'est pas marketing first dans son approche et qu'on est plutôt drivé par le produit, ce qui est une très bonne chose jusqu'à un certain point, on fait pas forcément l'usage qu'on devrait faire. Et du coup, mais c'est super parce que ça donne plein d'outils sur lesquels on peut axer facilement la suite, ouais. Et c'est c'est d'autant plus intéressant, et je pense vraiment que ça vaudrait le coup d'en faire un format à part, c'est relié au personal branding, je trouve. Ouais. Je ne veux pas forcément spolier sur ce dont on va parler après, mais aujourd'hui, quand on a la capacité de produire et de broadcaster aussi simple, en fait, même si tu n'as pas de client, tu peux avoir un personal branding qui va t'en apporter. Le prérequis, c'est pas d'avoir réussi à signer avec la Société Générale pour dire maintenant que j'ai signé avec l'ESG, je vais écrire sur LinkedIn. Et ça, c'est un truc. Et bon, je ne reviendrai pas sur le fait qu'on a créé ce studio dans cette optique-là, mais c'est vrai que rien ne t'empêche. Après, il ne faut pas non plus raconter complètement n'importe quoi, mais rien ne t'empêche au moins de prendre la parole. Ce n'est pas l'existence même d'une traction d'un PMF réussi de quoi que ce soit qui t'empêche de commencer à bâtir ces blocs de preuve sociale. Exactement. D'ailleurs, pour les exemples Société Générale, souvent on me dit non, mais on vient de démarrer, ou voilà, la relation n'est pas assez longue, etc. Mais il y a quand même plein de choses qu'on peut raconter dans ces premiers moments aussi. Donc oui, tout à fait. Et tu dirais que sur cette partie... plus globalement, message clé, il y a une routine ou un conseil opérationnel que tu pourras donner pour des boîtes même établies. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, un peu à l'image de ce qu'on disait de l'ICP, doit être contraint ou vous devez vous mettre un cadre pour être sûr de bien exploiter justement ce matériel lié aux USP, aux messages clés. Ouais. Déjà, un aspect qui est très important, c'est aussi l'aspect adaptation de ces messages clés. Parce que du coup, quand on est notamment dans une logique internationale ou d'élargir un nouveau segment, c'est très important de se reposer la question des frustrations, de l'unique selling proposition. Exemple, j'avais un client qui était qui était une plateforme de coaching B2B qui a voulu s'implanter en Italie et qui a utilisé la même value proposition, la même unique selling proposition en France qu'en Italie. Or, ça n'a pas du tout fonctionné parce que juste la logique, les valeurs culturelles, etc.,
n'étaient pas les mêmes. Et en fait, finalement, les frustrations de l'ICP n'étaient pas les mêmes, puisque l'ICP, par essence, est différent. Et donc, du coup, c'était un message, pour donner un exemple, c'était Empower Your Managers en France, grosso modo. Et puis en Italie, ça a donné quelque chose qui était plutôt sur de la rétention de talent parce qu'ils avaient une très grosse frustration sur de la rétention de talent. Donc le discours a été complètement axé là-dessus. Donc vraiment garder en tête l'aspect adaptation de ces messages-là qui est très important. Super intéressant parce que je valide pour être à cheval sur les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Il y a beaucoup de cas de boîtes qui sont arrivées, même tout ce que tu viens de dire sur l'ICP, sur les messages clés et les USP qui n'étaient pas adaptés. Mais pour ce client-là en particulier, c'est le fait de voir que les KPIs des campagnes étaient bien moins bons que ceux en France. Est-ce qu'il y a eu un fait générateur où vous vous êtes dit, non mais, ce qui ne va pas, c'est le message, parce qu'on a l'impression quand on parle très PLG, on se dit, non, le produit, il est incroyable. On va le jeter au retail, ils vont se jeter dessus et t'inquiète pas. Mais du coup, c'est des KPI. C'est quoi c'est qu'on se dit, merde, ça marche pas aussi bien et que là, est-ce que c'est pas trop long? Comment ça s'est passé dans les fêtes? En fait, moi, j'ai été appelée quand justement les campagnes avaient été lancées de la même manière en France et que ça n'avait pas le même résultat. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, justement, c'est qu'on est reparti de la base de la méthodologie, c'est-à-dire repartir de la cible, de repartir du client. Et donc, à partir de KPIs qui étaient mauvais pour la partie internationale, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reparte du client, qu'on rediscute avec l'ICP, qu'on découvre quelles étaient ses réelles frustrations, ses réels objectifs et puis qu'on puisse adapter ses campagnes à ça. Et pour avoir un autre exemple sur exactement la même campagne, il y avait aussi une campagne sur l'Allemagne qui a dû être réagencée sur des mots-clés autour de l'excellence opérationnelle, qui étaient des mots-clés qui marchaient hyper bien sur un public allemand. Donc, Moins la rétention, plus l'excellence. Exactement. Super intéressant. Alors maintenant qu'on mélange le USP, on considère un USP message clé comme étant un bloc solidaire, l'étape d'après, c'est la distribution de ce message. Exact. Les canaux d'acquisition. Les canaux d'acquisition, évidemment, le sujet, il est traité en long, en large, en travers. Peut-être, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que hyper important pour avoir cette vision go-to-market, de se dire sur quel canal spécifique est présent mon ICP et sur quel canal je vais pouvoir justement avoir un lien direct avec lui pour le closer le plus rapidement possible. Là, la réponse, elle n'est pas écrite. Ça nécessite évidemment de tester. Et puis, ça nécessite aussi, pareil, du coup, dans l'exploration des clients, de se demander quelle est la cible, où est-ce qu'elle est présente, sur quel canal. Est-ce qu'elle va plus faire confiance à un père qui va lui recommander une solution, ou est-ce qu'elle va plus faire confiance dans un salon, rencontrer le commercial, etc. Donc, il y a aussi cette notion non seulement de les rencontrer, mais aussi quel est le lien plus direct vers... en fait, la crédibilité qu'on pourrait gagner avec cette personne. Ah oui, tu vois, le lien entre canal d'acquisition, preuve sociale un petit peu, crédibilité et conversion. Exactement. Du coup, les canaux, on va faire la liste. Pas un inventaire à Prévert, mais les canaux d'acquisition, ça peut être l'organique à travers le SEO, le social media, même si le social media organique, c'est de moins en moins vrai. Les paid avec évidemment Google, SIA, les ads, l'affiliation, ce qu'on veut. Les événements physiques, c'est vrai que le trade, on a tendance un peu à l'oublier, alors que je sais que dans certaines industries, c'est encore très important. Les partenariats de distribution, qui pour moi sont quelque chose de très difficile à trigger, mais tu peux être une solution qui se vend à travers d'autres solutions, pourquoi pas. Et enfin, alors moi, le sujet qui me tient à cœur et dont je sais qui n'est pas pris au sérieux et qui change, c'est l'ERP, relations publiques. Tout comme la manière dont tu vas générer ton propre contenu et le distribuer de manière alors à la fois organique, mais on va dire crédibilisée par des médias externes. Et enfin, un peu le côté le moins aristocratique de la chose, l'outbound sales, le bon vieux coup de fil. Évidemment. Ou la bonne vieille campagne email. Ça, c'est le panorama très globalement qu'on peut dresser. Maintenant, comment tu conseillerais à une boîte, on peut reprendre la boîte de gestion de trésorerie, de dire tout ça existe, mais on a un alternant et un des cofondateurs pour gérer tout ça. C'est quoi les tactiques et les stratégies à mettre en place pour arriver au moment où tu dis ça, c'est le canal qui fonctionne. Donc du coup,
effectivement, du coup, il s'agit vraiment d'être dans un état d'esprit de test. Test and learn, en fait. Exactement, test and learn. Alors, évidemment, on ne va pas tester sur l'ensemble de tous les canaux que tu viens de citer. Un framework que j'aime bien, c'est le Bolt Eyes Framework, qui est un framework qui veut qu'on choisisse environ 3-4 canaux à la fois, en même temps, et puis qu'on puisse itérer sur ces canaux-là. Donc, qu'on n'investisse pas tous nos efforts dans le même... pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais sans non plus trop diversifier ses efforts. Donc, on se contraint à choisir, je sais pas, de la vingtaine que j'ai citée. Ouais. 3, ce qu'on se dit, les 3 prochains mois, c'est que ces canaux-là. Exactement. Okay. Donc, ça peut être un mix, évidemment. Donc, du coup, ça va pouvoir être outbound/ABM. Ça va pouvoir être un événement pro qu'on a identifié dans le trimestre. Et puis, ça va pouvoir être un webinaire co-hosté en partenariat voilà, avec un logiciel semblable au nôtre, par exemple. Et donc, du coup, pour revenir à la question aussi de l'outbound et de l'ABM qui est hyper intéressante parce qu'effectivement, on voit beaucoup de choses autour de l'outbound et puis les résultats sont de plus en plus maigres, j'ai envie de dire, comme tout le monde fait les mêmes stratégies. Il y a beaucoup de sons de cloche un peu différents, mais globalement, on se dit qu'au moins les canaux historiques, comme le call mailing, ont une efficience qui descend. Oui, exact. Sauf que, justement, moi, je trouve que la réponse à ça, c'est justement avoir une logique vraiment ABM. Donc, Account-Based Marketing. Et donc, du coup, vraiment identifier des comptes cibles. Et c'est dans l'ABM, en fait, que tout ce qu'on vient de se dire jusque-là prend tout son sens parce qu'en fait, on va définir ces comptes-là en fonction de notre ICP, en fonction des messages clés. Et on va se dire, moi, c'est 50 comptes, je sais que je dois leur parler sur les prochains mois parce que je sais que je peux les closer. Pour des raisons qui sont propres au business. Donc, on va pouvoir y en parler pour la partie trésor. Mais du coup, par exemple, donc pour prendre un autre exemple, moi, ce que j'ai pu avoir avec un client qui est... le business est autour de contraintes légales fortes pour le client. Et donc de risques légaux importants. Et donc, du coup, ils avaient identifié 50 entreprises qui couraient en gros un risque s'ils n'agissaient pas dans les prochains mois. Donc l'urgence est quand même importante. Et du coup, sur ces 50 entreprises-là, on avait réussi à avoir 20% de taux de closing sales à partir de stratégie outbound pure. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, ce qui est peut-être propre, du coup, c'est vrai, sa spécificité de légal. Donc, on ne va pas pouvoir attendre 20% pour tous les secteurs. Non, malheureusement, non, il n'y a pas de magie. Mais moi, tu poses un point qui est important dans la manière dont tu fais l'outbound, c'est un peu le sentiment d'urgence. Exactement. C'est lié un peu à l'ABM. Enfin, tu n'as pas de sentiment d'urgence avec tout le monde si tu fais des stratégies très génériques et qui sont répliquées de meilleurs conseils. C'est forcément lié à l'ABM. Et ça, je pense que tu as raison. Peu de gens le font bien. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour donner une leçon sur comment bien le faire, mais partir du client et du pattern, à la fois du problème du client et du marché sur lequel il opère, c'est un exercice qui est difficile, mais qui est ultra fructueux, parce qu'arriver à 20%, c'est bien parce que vous aviez au préalable l'ABM, le machin, le truc, quelle que soit même l'urgence qu'ils ont, mais c'est parce que vous avez fait le chemin de vous dire, oui, mais si je prends mes clients, je prends les problématiques qu'ils ont et j'y vais, j'arrive à 20%. Mais c'est pas uniquement le risque légal qui fait les 20%. Non, c'est vrai. Mais c'est quand même le talent dans la création de cette liste quand même. Et puis, c'est aussi de se dire qu'en fait, on va avoir l'approche la plus personnalisée possible. Et moi, je sais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a l'école de la masse et puis il y a l'école de l'approche très personnalisée. Moi, je suis plutôt de l'école de l'approche très personnalisée. Ça marche encore, la masse ? Ben, écoute, moi, je vois encore des personnes qui proposent des campagnes Lemlist je ne sais combien de millions de... Ok. Non, mais bon, si ça marche encore, mais c'est très contre-intuitif. En fait, ça ne marche pas parce qu'effectivement, les taux de conversion sont extrêmement faibles. Mais effectivement, à partir du moment où tu envoies je ne sais combien de milliers de messages par jour, il y a bien quelqu'un qui va répondre, mais les taux de conversion sont très, très faibles, quoi. Donc, une approche hyper personnalisée. On oublie même tous les outils de réchauffe d'email, etc. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. On se dit, en fait, chaque personne, on va la travailler au corps, mais personnellement, et puis on va savoir comment lui parler parce qu'on sait quels sont ses besoins, quelles sont ses frustrations. Et là, mais c'est sûr, les chances sont plus importantes, en tout cas, d'avoir une réponse positive. Et puis aussi, essayer des canaux différenciants sur ces personnes-là et puis faire un mix des canaux sur ces personnes-là. De se dire, sur ces 50 entreprises, je vais non seulement leur parler en outbound, évidemment, mais aussi, je vais m'assurer qu'ils voient mon dernier guide sur LinkedIn Ads pour leur rappeler mon existence.
Et puis, je vais les inviter à un petit déjeuner que j'organise dans les bureaux avec leur père, etc. Et puis voilà, tu vas essayer de séquencer ça pour avoir une approche multicanal. Et alors moi, c'est le point, justement, final, qui est le plus intéressant, je trouve, sur les canaux, c'est la hiérarchie des canaux. Mettons que tu es compris. Je trouve vachement intéressant de commencer par dire on en fait 3 à la suite. Mais à un moment donné, ce que moi, j'observe dans mon marketing à moi qui B2C, c'est la notion de master canal. C'est-à-dire, une boîte comme Inigo, c'est du SEO et tout part du SEO pour ensuite se déverser sur d'autres choses. Le SIA, même le social media, parce qu'en fait, en fonction du trafic que génère une page en SEO, on peut en déduire une stratégie social media. Est-ce que c'est pas justement contradictoire de parler de multicanalité et de master canal ? Je pense que justement, on peut avoir un master canal, mais ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres. Mais de mettre, on va dire, 60% de ses efforts sur ce canal primaire et puis de se dire que les autres sont un peu en support de celui-là. Mais en tout cas, forcément, aujourd'hui, quand les modèles d'attribution marketing le montrent, etc., très difficile de ne passer que par un canal. Surtout la décision d'achat, surtout le cycle de vente, etc. Voilà, exactement. Donc, pas mettre tous ces œufs dans la même panier, mais effectivement, master, un seul canal. J'ai des clients, par exemple, c'était les webinaires. Donc, voilà, les webinaires, il y en a un par mois, ça rapporte à chaque fois 150 leads qualifiés, et puis il y a toute la partie conversion ensuite derrière, etc. Donc, ça aussi qui n'est pas forcément hyper intuitif, hein, on en a déjà parlé, c'est que le webinaire, ça fait très confinement, mais en fait, ça continue. Si c'est un peu le master canal dans le sens de ce qui va demander le plus de préparation et c'est sur quoi on compte le plus, ça continue à exister et à être utile. Complètement, ça continue à générer pas mal d'acquisitions. Et puis oui, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon partenaire, parce que moi, les formats de webinaires sur lesquels je travaille, c'est plutôt de co-hoster avec des partenaires qui partagent la même cible. Et puis la bonne thématique, évidemment. Donc oui, tout à fait. Et du coup, on va passer maintenant à la performance, parce que c'est là où c'est très clair, c'est qu'on parle d'ICP, en gros, on parle de messages USP, on parle de canaux. Puis une fois qu'on a élaboré tout ça et qu'on a commencé à le mettre en pratique, comment est-ce qu'on pilote cette stratégie de go-to-market ? Alors déjà, le plus important, c'est de se dire que la tentation de la vanity métrique, là, elle est forte. Ouais, bien sûr, on a envie d'avoir des dashboards avec 6000 chiffres dessus. Déjà 6000 chiffres dessus, et puis aussi de se dire les followers LinkedIn, tiens, et pourquoi pas regarder ce chiffre-là, ou le trafic même. Parce que le trafic, c'est contre-intuitif peut-être, mais le trafic, c'est vraiment une vanity métrique. Ce qui est intéressant, c'est le taux de conversion de ton site web, et c'est le nombre de leads qualifiés que tu génères. Mais c'est les deux seules métriques intéressantes sur un site web. C'est vrai que c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, si j'ai du trafic, j'aurai des clients. Pas forcément. Non, moi je connais plein de sites qui ont plein de trafic, qui ont un taux de conversion très faible. Donc je préfère justement axer les stratégies sur le taux de conversion, qui t'a ramené moins de trafic, mais du trafic très qualifié. Donc voilà, la tentation, elle est vraiment très grande et il y a beaucoup de pédagogie à faire, je trouve, sur ces questions-là. Et c'est-à-dire que ça, c'est un truc qui revient sans arrêt. Et je n'aurai pas le temps de faire l'exemple, mais j'ai un pote qui m'a raconté qu'il était dans un board de boîte et qui leur a dit exercice que tu pourras faire avec tes prochains clients ou avec tes clients existants, c'est de prendre tous les C-level ou même les chefs de service et de leur dire vous allez prendre un papier, vous allez écrire la métrique qui vous semble être celle que vous avez le plus suivie collectivement l'année dernière. Vous mettez le papier par terre, le papier justement non visible, renversé, caché, et on fait 1, 2, 3 et on tourne la carte. Et là, ce qu'il raconte, c'est que tout le monde avait un KPI différent. Même une boîte qui fait des millions, on s'en fout. Hein. Et ça, je pense que là où tu as raison, c'est que la première chose pour avoir une KPI qui soit similaire, c'est de cleaner les KPIs. Et puis finalement, d'arriver à la fois, je pense que c'est ce qu'on va rebondir, c'est qu'à la fois, ça ne veut pas dire que si mon taux de conversion, c'est ce que le marketing doit suivre, c'est forcément ce que le sales ou le CS ou les ops ou qui que ce soit doit suivre pour autant. Donc, il faut différencier le fait qu'il y ait une North Star métrique et puis des KPIs par département, mais le même jeu de vanity se joue au marketing comme s'il joue aux ops, comme s'il joue à la finance. Évidemment, oui, évidemment. Et c'est pour ça que moi, le
côté cascade des OKR, je le trouve intéressant parce que du coup, tu pars tout le temps d'une North Star métrique qui va aligner toutes tes équipes. Et puis, en cascade, un KPI spécifique marketing ou plusieurs, un KR spécifique pour les sales, etc. Donc, c'est une approche qui est intéressante. Et voilà. Et du coup, ce qui va avec, c'est que souvent, on a envie justement de monter le trafic, de parler de plus de volume, etc. Alors que la suite du funnel, il y a un peu des trous dans le seau, quoi. C'est cette métaphore qu'on utilise souvent. Mais d'abord, combler les trous dans le seau avant de remplir le seau. OK. Alors, on a fait un tour relativement complet de ce qu'on entendait par go-to-market. Et on va résumer ces points maintenant, Safia. Donc, s'il fallait prendre des points pour un peu wrap-up tout ce qu'on vient de dire, quels seraient-ils? Alors, premièrement, je dirais que plus l'ICP est restreint et spécifique et correctement segmenté, plus la traction sera importante. Point 1. Ensuite, je dirais que l'unique selling proposition, c'est le problème plus la solution plus le résultat et que c'est la combinaison des trois qui forme l'USP. Magnifique. Point 3. Point 3, tester, expérimenter, itérer sur les canaux d'acquisition. On le dit jamais assez, mais vraiment se mettre dans ce mindset de test and learn. Génial. Donc, les canaux, en point 4, on parle du coup de les limiter, d'avoir une approche rationnelle des canaux. Exactement. En choisir 3 à 5 très grands maximum, se concentrer là-dessus avec pour objectif d'avoir son master canal effectivement qui sera quand même la poule aux œufs d'or. Voilà, exactement. Enfin, après, je pense, point 5. Point 5, définir des KPIs partagés entre marketing et sales. Je vois encore trop d'équipes qui sont complètement désalignées et souvent le KPI, c'est le meilleur outil pour aligner les équipes. Magnifique. Dernier point, un peu de bon sens, mais sur lequel il faudrait insister. Tout ce qu'on vient de se dire, c'est évolutif et c'est un cercle vertueux. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que c'est pas gravé dans la pierre et qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation et d'évolution par rapport à ces grands principes fondamentaux. Et que c'est une boucle, exactement. Voilà. Faites comme nous, rentrez dans la boucle. Merci infiniment, Safia. Merci à toi, Guillaume, à très vite.